Bonjour chers amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On est mardi, c'est notre deuxième rendez-vous de la semaine et je suis super heureuse de vous retrouver. On est surtout le 1er décembre, au premier jour du dernier mois de l'année 2020. Je sais, il y a beaucoup qui sont impatients de voir cette année s'achever en espérant que l'année prochaine sera meilleure. Mais en attendant, il reste encore un mois. Et surtout aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida. Donc on se rappelle que oui, ça existe toujours. Il faut continuer de se protéger, de faire attention et de passer le message surtout à la jeune génération afin qu'elle puisse prendre ses précautions, de vivre longtemps en forme et de construire notre nation, notre terre. Alors aujourd'hui, vous le savez, Gilles l'a dit hier, pour ce qui s'est passé dans notre capitale. Les semaines dernières, nous avons eu l'opportunité d'avoir pas mal d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs qui nous ont rendu visite à Ouagadougou et il était hors de question de les laisser repartir sans leur arracher un petit mot. Et bien aujourd'hui encore, nous allons voir l'un de ces entretiens que nous avons pris plaisir à mettre en boîte pour vous. Alors si je dis Anthony, je suis sûre que tous les fans de la série Cacao savent pertinemment de qui je parle. Eh bien nous avons échangé avec Olivier Kissita. Il est non seulement acteur, producteur, réalisateur. On parle avec lui dans cet élément et on revient pour la suite pour notre sujet aujourd'hui. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Merci pour votre fidélité. Vous le savez, donc pour le milieu du mois de novembre, la capitale du cinéma a la chance de recevoir pas mal d'acteurs du cinéma africain et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un acteur et non des moindres. Je sais qu'en ce moment, il a fait fantasmer pas mal de jeunes filles dans la série Cacao. Aujourd'hui, on va non seulement parler de sa carrière d'acteur, mais également de tout ce qu'il fait dans le cinéma parce qu'il n'est pas que acteur. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Olivier Kissita. Comment ça va? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. Ça se passe bien à Ouaga depuis que tu es là? Ça va, ça se passe tellement bien que j'ai pas envie de repartir en fait. Du coup, on te réserve une chambre pour combien de mois? Franchement, 5-6 mois, avec grand plaisir, il y a trop de choses à faire. On imagine quand même. On peut se dire qu'on a la chance d'avoir quelque chose qui bouge et qui vit ici. Exactement. Donc c'est vrai que les gens n'aiment pas beaucoup cette question, mais est-ce que c'est ta première expérience au Burkina? C'est ma première expérience et en fait je suis très content d'être ici parce que autant professionnellement j'ai cette tournée que j'effectue, il y a aussi cette nomination au Sotigui, mais autant personnellement le Burkina Faso, le pays, les Burkinabés et bien surtout l'histoire m'intéressait. Donc personnellement je voulais visiter le pays, donc c'est une pierre deux coups pour moi. Et tu n'es pas déçu, on espère? Ah du tout, mais je veux rester 5-6 mois. Alors... non, j'adore. Tu veux rester 5-6 mois, pourquoi en particulier? C'est vrai que la sphère professionnelle prend beaucoup de place dans ma vie, dans mes objectifs. Donc j'aimerais rencontrer du monde, j'aimerais tourner surtout. Je pense qu'on a vraiment beaucoup d'histoires à raconter, que ce soit au Burkina ou l'histoire, l'Afrique en règle générale. Donc moi, c'est vrai que je me prête à l'écriture, à la réalisation et à l'acting. Donc ça me donne énormément d'idées. Et justement, je le disais en intro, on va quand même parler de tout ce que tu fais dans la sphère du cinéma. Et toi, en fait, tu as limite touché à tous les corps de métier. Ce qui est... En fait, dès très jeune, en fait, je me suis mis à écrire. Depuis très jeune, je me suis toujours dit que je voulais devenir acteur de cinéma, mais c'est vrai qu'en grandissant, je me suis mis à réaliser en fait mes propres films, des scènes, des histoires que je voulais raconter et des histoires dans lesquelles je voulais me retrouver parce que très rapidement, j'ai ressenti une sorte peut-être de frustration par rapport au rôle qu'on pouvait me proposer. Je suis essentiellement basé sur Paris, donc le cinéma français est top, mais il y a énormément de choses à faire encore, beaucoup de travail à faire encore. Donc je me suis dit plutôt que de rester dans une position un peu attentiste et victimaire, plutôt y aller et créer. Et voilà, c'est un peu pour ça que je me suis retrouvé avec plusieurs casquettes. D'accord, et principalement basé à Paris, tu n'as pas fait que des films sur Paris. Comment tu arrives à faire des films sur le continent? Alors c'est une chance, je pense. En 2019, il y a ce grand projet de série Canal+, qui s'appelle Cacao, où on cherche son acteur principal.
Il y avait d'ailleurs un casting qui avait été fait en Côte d'Ivoire, mais ensuite ils ont ouvert à l'international, ils ont cherché plusieurs profils et Adaïd Ouattara, la directrice de casting, m'a trouvé et très rapidement m'a demandé de venir pour 8 mois. Voilà, en termes d'acteur, en termes d'acting, c'est en 2019 où j'ai eu ma réelle première proposition. En tant que réalisateur, j'étais déjà venu par exemple à Brazza en 2016 pour travailler et même pour dispenser un workshop à l'époque. Et en fait oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'ai cette idée de venir travailler et me développer sur le continent. D'accord, et on espère que ça se passe bien. En tout cas, de ce qui se voit à l'écran, c'est top. C'est un rêve qui se réalise. Pour les acteurs de mon profil, je fais partie de la diaspora. C'est une évidence de travailler dans son lieu d'origine. Et puis, je ressens... Donc j'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis, en Asie. Je ressens une nouvelle énergie quand je travaille ici. Le rapport à ma personne en tant que comédien est différent. D'accord. Donc voilà, c'est que du plus, c'est que du bénéfice, c'est ultra enrichissant et c'est très prometteur pour la suite, quoi. Mais est-ce que tu n'as pas un peu tendance à comparer les conditions quand même de tournage On est obligé. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que je compare. Surtout au début, je me suis mis à comparer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de différences au sein même d'un pays. Par exemple, lorsque je pense à la France, il y a plein de différences. Tous les tournages ne se ressemblent pas. Et d'ailleurs, paradoxalement, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Parce que oui, on pourrait s'arrêter à certaines façons de faire. Concrètement, j'ai intégré une grande production en Côte d'Ivoire pour Cacao et j'ai vu le même professionnalisme. J'ai rencontré un réalisateur talentueux du nom d'Alex Ogou. J'ai eu la chance surtout de travailler avec une équipe de comédiens panafricaines, mais une équipe de comédiens très talentueux. Il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens, des Européens. Je retrouve beaucoup de similitudes en fait. Et je préfère m'arrêter sur ça. Ok, donc on ne parlera pas de différence. Mais pour en revenir un peu à ta carrière, je le disais tantôt, tu as quand même un peu touché à tous les corps de métier. Et on t'a vu pratiquement sur tous les supports de Internet, le petit écran, le grand écran. Et tu fais réalisation, acting, tu écris. Quel est le rôle que tu préfères ou qui te correspondrait le mieux? Le rôle? Alors c'est une très bonne question. J'ai toujours du mal d'ailleurs à choisir une seule chose. Pour l'instant, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vécu, donc le rôle d'Anthony Desva est le plus beau, est le plus complexe et est le plus important en termes de symbole, en termes de message. C'est d'ailleurs la première chose qui m'a plu, c'est le scénario et le développement des personnages. Et je trouve qu'Anthony Desva, qui a toujours, en fait concrètement, il s'est une grande partie de sa vie émancipé en Europe et en Amérique, mais il a toujours, et ça depuis très jeune, gardé une relation privilégiée avec son continent d'origine, avec sa famille, avec son pays d'origine. Et c'est vrai que je me retrouve là-dessus, parce que je pense que concernant l'Afrique, le continent, le développement, la croissance, le dynamisme vient effectivement des locaux, mais aussi de la diaspora. Et puis ça s'est vu dans l'histoire. Et que c'est, disons, tous ensemble qu'on peut valoriser l'image de l'Afrique, de l'Africain, de l'Africaine. C'est tous ensemble qu'on peut aller sur un développement. Et là, notamment dans le milieu audiovisuel, donc du cinéma et de la télé, il y a énormément à faire. Et si on garde donc cette image, cette ouverture d'esprit, je pense qu'on réussira à se développer beaucoup plus rapidement. D'accord. Alors, Sotigui, tu es nominé. Comment tu reçois cette nomination? Donc déjà, j'étais très surpris parce que en tant qu'acteur, c'est vrai que je suis plutôt nouveau. Okay. Donc pour moi, c'est un honneur, c'est une chance. Ensuite, le fait de pouvoir y assister, donc de rencontrer mes pairs,
d'assister à la cérémonie qui existe déjà depuis plusieurs années. Et comme je disais, en fait, on a vraiment besoin d'institutions comme celle-ci pour valoriser et pour qu'il y ait industrie viable. En fait, il ne s'agit pas juste de faire des films, il y a tout l'environnement, l'infrastructure autour. Et donc les cérémonies de récompense, c'est très 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 important à mes yeux. Donc pour moi, c'est une chance et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Bah, on te le souhaite. Tu es à Ouaga pour les Sotigui, mais pas que. Parce que tu es également dans la dynamique de la promotion de... C'est ton dernier film? Mon dernier film. Donc c'est l'art de la guerre des sexes. Exactement. D'accord. Pourquoi un tel sujet? Alors pour plusieurs raisons, j'aime bien dans mes réalisations aborder des thèmes quotidiens, de la vie quotidienne que je rencontre assez régulièrement. Ma dernière réalisation, c'était un long métrage, ça parlait de la création de vidéos sur Internet. Donc j'étais parti dans plusieurs pays, j'avais interviewé, c'était un docu-fiction, j'avais interviewé une centaine d'intervenants et j'étais passionné par le fait que ce soit quelque chose vraiment de contemporain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant l'idée de faire ce film, j'avais écrit l'art de la guerre des sexes. Et je voulais absolument aborder des thèmes comme l'égalité des sexes, la définition du couple dans une perspective actuelle. Dans ce film-là, on aborde la définition de l'amour, du couple, comme je disais, de la fidélité. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? L'idée, c'est en fait deux couples d'amis qui se retrouvent dans une soirée appartement, donc a priori classique, mais qui vont être amenés à sortir tous les cadavres du placard, tous les dossiers qu'on ne veut pas entendre, tous les trucs un peu compliqués à entendre lorsqu'on est en couple. Et donc ça nous donne l'occasion de pouvoir aborder des thèmes vraiment importants. Ça nous donne l'état des lieux du couple et des relations en couple. Donc c'est un peu pour tout ça. Et puis surtout, c'est un hommage au recueil militaire de Sun Tzu, donc l'art de la guerre. J'ai essayé d'emprunter certains de ses préceptes et de les intégrer. Et un peu de l'accent par moment? Un peu de l'accent par moment. Oui, on a joué sur l'image un peu traditionnelle du sage asiatique, oui, effectivement. Ouais. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je vais le voir avant longtemps. Donc, je vais le voir le plus rapidement possible, mais je sens que je vais aimer à partir de la bande-annonce. Mais comment le public l'a déjà vu, l'a reçu ce film? Alors, on a fait une projection privée hier sur Ouagadougou, et on en a fait plusieurs en Côte d'Ivoire et au Togo. Et donc, à chaque fois, on a vraiment beaucoup de chance. Les retours ont été incroyables, surtout pendant la projection. En fait, les gens réagissent énormément. Je pense qu'ils se retrouvent, qu'ils s'identifient au personnage. Et comme je le disais, vu que c'est quelque chose de très très concret, je pense que ça fait parler les gens. On m'a même dit que c'est délicat à voir avec son copain ou sa copine. Parce que ça ressort des vérités. Voilà, exactement. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Et puis le fait de pouvoir faire cette tournée aussi, donc je remercie d'ailleurs les partenaires. En grande partie Canal+, l'Institut français. Je pense aussi à Princesse Momo qui organise en fait et qui me représente, qui organise donc la tournée. Donc c'est une chance incroyable pour moi. Est-ce que le film restera en salle ici un temps où tu pars? Alors, par rapport aux diffusions en salle, il y a des négociations. D'accord. Pour l'instant, il s'agit effectivement de projections privées et d'envois en festivals internationaux. Mais si Dieu veut, il pourra être diffusé en salle dans pas longtemps. On croise les doigts pour cela. En tout cas, on te souhaite déjà un bon séjour ici. Merci. Un bon vent dans ta carrière et que ça continue de grandir. Que cette grande expérience de l'acting sur le continent soit une première d'une très belle histoire. Merci beaucoup. Tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent? Oui, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages, toute cette forte énergie que je ressens à chaque fois, ça n'a pas de prix. Et puis d'ailleurs, je vais peut-être en profiter, je reçois beaucoup de messages de jeunes passionnés, parce qu'effectivement, dans cette tournée, il y a la projection privée, mais il y a aussi des ateliers d'acting. En fait, il y a certains conseils que j'aime bien donner, c'est il faut y aller à 300%, il faut vraiment
il faut miser sur soi en fait. On a tendance à vouloir faire comme les Américains, comme les Européens. Je pense qu'on a une richesse incroyable par rapport aux spécificités vraiment propres que chacun a. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant, plutôt que de vouloir essayer de faire comme les autres. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Eh bien les amis, j'espère que vous avez pris bonne note de ce petit conseil-là et que vous allez en tenir compte dans vos ambitions, que ce soit dans le cinéma ou dans toute autre chose. L'authenticité, je pense que ça n'a pas de pareil. Eh bien nous on continue et on va recevoir pour vous d'autres invités et nous inviter dans leur univers et pourquoi pas recevoir de leur expérience. Prenez soin de vous et bonne suite. Et la suite, c'est ici, au passage, dire un grand merci à l'Institut français qui justement nous a permis de recevoir nos invités avec une bibliothèque super animée. Eh bien, on va encore une fois rendre visite à cet institut-là dans les prochains numéros avec d'autres invités. En attendant, je vous le disais, hein, on a des invités pour le moment 1. On a un sujet, on en parle. Le 22 novembre dernier, c'était la journée mondiale du jeu vidéo. Alors, quand on dit jeu vidéo, pour certains, ce n'est qu'un jeu. Pour d'autres, c'est un divertissement. Mais pour beaucoup, quand je dis beaucoup, je parle de tous ceux qui évoluent dans l'univers du jeu vidéo. C'est toute une industrie qui fonctionne. C'est plusieurs corps de métier. C'est un business. C'est un monde à part qui mérite d'être découvert et connu. Et aujourd'hui, justement, pour ceux en tout cas qui évoluent dans l'univers du gaming au Burkina, on a essayé d'en trouver quelques-uns, de nous inviter dans leur univers pour mieux comprendre. En plus, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Peut-être que ça va vous inspirer des idées de cadeaux. En attendant, en tout cas, on essaie de mieux découvrir cet univers-là. Et le premier que l'on reçoit sur ce plateau, il s'agit du gars de Degam. Voilà. Je l'ai entendu quelque part dans les coulisses. Est-ce que je me trompe? Ibrahim Jacob Konfé, bienvenue sur le plateau du Loft. Merci. Comment tu vas? Très bien. Ça va, et à Somgande? Oui, ça se passe bien. Ok. Ça se passe très bien. Dans un passé pas si lointain, je pense que c'était un peu un quartier de rap, où ça bougeait beaucoup. Quand on dit des gamsons, c'est vraiment un peu la Marlène du rap, en fait, du rap burkinabé, avec des groupes comme OBC. Ils ont vraiment impacté le rap. T'as fait du rap, toi? Non. Ah non? Nous, on a suivi les grands frères. Oh, t'as trahi le quartier. Normalement, à un moment ou à un autre, il faut s'essayer. Et après, on revient, on se dit, bon, non, c'est pas pour moi. Mais tu l'as fait quand même. T'es monté sur scène 2 fois. Non, même pas. Non, lâche l'affaire, c'est pas ton délire. Donc, finalement, tu te retrouves plutôt dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo. D'accord. Toi, tu es artiste plasticien. Oui. Quand on dit artiste plasticien, ça veut dire quoi? En fait, quand on dit artiste plasticien, c'est cette branche de l'art qui touche à tout ce qui est plastique, tout ce qui est palpable, on le dira comme ça, comme la peinture, comme la modélisation. Donc, plastique, c'est pas le plastique que nous, on connaît, genre en mode tu travailles du plastique, non. C'est tout ce qui est palpable. Donc, et toi, tu fais de la peinture? Peinture à eau. D'accord, peinture à eau. Oui. Pourquoi spécifiquement l'eau? C'est ce qu'on a eu comme formation à l'école avec notre professeur Christophe Sawadogo. Ok. Je salue au passage. Bah justement, tu nous parles de ta formation à l'école, tu es appris à le faire où? C'est-à-dire? C'était où ton école? L'université de Ouagadougou. Oui, ils ont une filière qu'on appelle la GAC, qui fait des formations en art plastique et en art dramatique, voilà, qui est sanctionnée de licence au bout de 3 ans. D'accord. Oui. Donc, n'est pas plasticien forcément qui veut? Ouais, quand même. Mais on reste quand même dans de l'art. Oui, et quand on dit l'art, c'est propre à l'individu. Oui. Donc, c'est dire qu'à quelque part, tu l'avais, ça. Ouais, donc, tu as commencé à faire de l'art plastique avant d'arriver à l'université ou comment tu décides de faire cette filière? Okay. Voilà. Déjà, il y a la graine du dessin qui est là depuis tout petit. Et quand on se dit que c'est bien qu'on le prenne comme un métier. Mais on est dans un pays où l'art plastique n'est pas bien vu. Parce que déjà, la filière AGAC à l'université de Ouagadougou n'est pas vraiment référencée, elle n'est pas connue. Du tout. Donc, ça fait que déjà, il y a un problème à ce niveau. Et quand tu dis que tu veux faire l'art, on te dit, mais tu es sûr? tu as des ambitions d'aller ailleurs? C'est juste pour bosser ici, faire de l'art? Oui, non, à la base, vraiment, c'était pour le faire de manière professionnelle. D'accord. Mais vu que la formation n'a pas été simple, on peut le dire ainsi, on n'a pas eu tous les skills qu'il fallait parce qu'on n'a pas déjà un atelier d'art à l'université, donc il fallait le faire soit à Gambidi ou bien dans l'atelier privé du professeur. Oui. Bon, donc à l'issue de la formation, je me suis dit, vu que j'ai commencé à apprendre
l'infographie pendant que je démarrais la formation. Oui. Je me suis dit que ça allait être plus pratique puisque la demande en infographie au Burkina elle est plus forte que la demande en art. Oui. D'accord. Donc finalement, tu fais plus de l'infographie Voilà. que de l'art plastique. Oui, donc je me définis actuellement comme un graphiste designer. D'accord. Yes. Mais j'ai quand même envie de savoir, quand tu dis à tes parents, moi à l'université je vais faire art, comment ils réagissent? Bon, Tu as eu le bac, tu décides que toi, tu vas à l'université et tu vas faire la filière de l'art. De l'art. Bon, à la base, les parents n'ont rien dit de spécial. Hein. Les parents n'ont rien dit de spécial parce qu'ils me connaissent à la maison comme un gars qui est dans le nuage. Qui est un peu dans son univers, et tout. Donc, quand tu dis que tu fais l'art, bon, ça ne nous étonne pas. Bon. On s'y attendait. Voilà, quand même. Donc, c'est comme ça. Je me rappelle bien qu'en 2015, quand on a fait notre première exposition de sortie de promotion, avec une autre promotion qui nous précédait, c'est là que mes parents sont venus pour la première fois, en fait. Ils ont constaté qu'en réalité, c'était de l'école que je faisais. Puisque quand je disais que je faisais de l'art, ils me voyaient sortir, ils me voyaient rentrer, mais ils me voyaient jamais avec un cahier. Oui. Et là, ils disent, mais on dirait que l'affaire de Quand la tu es sûr pratique, que En fait, tout ce temps, ils disent rien, mais ils doutent. effectivement. Et quand ils voient, ils se disent, finalement. Finalement, et le professeur qui t'en dit, oui, l'étudiant, il est ceci, il est cela, et puis le papa dit, ah d'accord, alors c'est sûr. Finalement, il faisait vraiment des études. Yep. Donc définitivement, en fait, ce jeune Ibrahim Jacob, là, on se demande pourquoi il sort des sentiers battus. Parce que déjà, tu fais art, tu fais graphisme, Yep. et ensuite tu t'invites dans l'univers du jeu. Ok, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu arrives dans le jeu? Le jeu, disons que c'est une passion aussi d'enfant parce que on se rappelle à l'époque, dans les années 90, début 2000, l'industrie du jeu vidéo commence à apparaître au Burkina Faso comme ça avec les premières consoles, la PlayStation 1, la Nintendo 64. Donc c'était des gens d'une certaine classe, voilà, des personnes antiques quand même qui pouvaient l'acheter à Il faut l'époque. pouvoir se l'offrir. Voilà, et je me rappelle, je salue au passage un ami, Izou, Léoun, et c'est chez lui on partait s'agrouper à l'époque là, pour se passer la barre pour jouer, tout voilà, oui. effectivement. Donc c'est en ce moment-là, je ne suis pas le seul, pratiquement les gens de la promotion et tout, et même nos grands frères et tout, cet amour du jeu vidéo là nous a tous piqué. Voilà, mais après, pour certains, c'était juste l'adolescence, on a continué, mais à le travail, mais on joue juste pour se divertir. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en 2011, j'ai décidé de lancer la première compétition. C'était sur PES 2011. C'était pas facile, hein, parce qu'on s'est dit, bon, on va faire quelque chose. Moi, je me suis levé, j'ai commencé à tourner à gauche, à droite, taper à certaines portes. Les gens te regardent, genre, toi, tu veux faire une compétition. Mais genre, tu veux faire une compétition de jeux vidéo. Ça veut dire quoi? Bref, on ne te comprend pas. Ce n'est qu'un jeu, on ne fait pas une compétition dans un jeu. Oui. Effectivement. Mais ceux qui étaient dans le domaine comprenaient. On a essayé de faire une com. C'était un fiasco, hein, cet événement-là. Parce qu'on n'a pas eu vraiment d'inscrits. Ok. C'était 3, je crois. Et bon, on a tenu quand même la compétition. Et il y a une seule personne qui a payé. Parce qu'il fallait participer à 1000 francs. Il y a une seule personne qui a donné ses 1000 francs. Quand il a gagné la compétition, il a remis ses 1000 francs. Et c'est cette même personne qui, après des années, m'a dit, mais tu vois, tu avais fait quelque chose si tu avais continué. Je dis, j'allais continuer, comment moi, je n'ai pas de console. Quand tu es venu, tu as payé ton prix. Donc c'est à ce moment-là qu'il a un peu talonné avec d'autres potes aussi qui ont été à côté, comme Oba Yachine et tout, qui se sont dit, oh, mais c'est vrai, on peut faire quelque chose. Moi, j'ai une console, toi, tu avais déjà l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est comme ça qu'on a repris. En 2015, on a commencé à travailler tout doucement. Et en 2016, 26 décembre 2016, on lance la première CGO. Et là, on l'a appelée Compétition des Jeux électroniques de Ouagadougou, la CGO, et qui a été aussi un griffe, hein, un autre échec. Mais ça s'est très bien passé parce que ce jour, ils étaient une poignée, peut-être une douzaine comme ça qui sont venus. Et eux, ils nous ont dit quelque chose qui nous ont touchés. On voulait annuler parce que ça allait être compliqué. Et c'est les inscrits qui se sont dit, au moins vous avez essayé, n'abandonnez pas. Et c'est comme ils disent que même s'ils sont 4, ils vont faire la compétition. Alors qu'on avait prévu 100 000 francs de cash prize. Ok. Ils sont même pas 10. Ceux qui ont payé, même les cotisations montaient à 60 000. On allait les donner comme les 100 000. Mais après, on s'est réunis entre amis. On a dit il faut qu'on respecte notre engagement. Et on a cotisé. Et le lendemain, on a fait les finales et on les a remis 120 000. Wow. C'est-à-dire on a mis 50 000 au premier et 10 000 aux autres. Et l'année qui a suivi,
d'une poignée de joueurs, on est passé à 70 inscrits, juste en 2017 qui a suivi. Waouh. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ah, parce qu'en même temps, en ce moment, tu considères ta position de gamer. Tu te dis, ah tiens, je peux faire une compétition, ça peut rapporter quelque chose. Avant de continuer cet échange-là, on va inviter une autre personne à nous rejoindre, parce qu'il ne saurait être question de parler du jeu vidéo et de ne pas inviter Evelia. Heureusement, nous avons réussi à l'arracher de son boulot pour venir l'asseoir dans notre salon et on va parler jeux vidéo un temps avant qu'elle ne retourne à ses occupations. Merci de bien vouloir nous rejoindre, Evelia. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. On sait qu'on t'a arraché à ton emploi du temps chargé. Comment ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation et désolé du retard. Non, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Alors, on a un peu exploré l'histoire avec Ibrahim de son jeu et surtout de la compétition des jeux électroniques de Ouagadougou. Et aujourd'hui, on parle du jeu vidéo. Je le disais en intro, le 22 novembre, journée internationale du jeu vidéo. Et avec vous, on a Interafrica. C'est quoi Interafrica? Interafrica, au début, c'est 2 ans de projet autour du gaming, de développement de jeux pour résoudre un problème. Il faut parler en français facile, hein? Tout le monde ne comprend pas les termes. Tout le monde ne comprend pas les termes. Donc, Interafrica, à la base, c'est un projet initié par le Goethe Institute pour permettre aux jeunes artistes, créateurs de se rassembler pour développer un jeu et qui résoudrait une problématique de société. D'accord. Et dans notre cas, on a décidé de valoriser la culture burkinabé à travers les différentes cultures qu'on a, les ethnies qu'on a au Burkina Faso, mais également d'aborder le problème de surconsommation électrique. Donc notre jeu s'appelait Sankofa, on a fait le lancement, on a monté un prototype pour montrer que oui, ça pouvait se faire. Et aujourd'hui, depuis janvier 2020, Interafrica est devenue de manière officielle une organisation de créatifs qui milite à construire un écosystème dans le domaine du jeu vidéo. D'accord. Pour être plus simple, c'est regrouper tous les acteurs qui sont dans l'industrie du jeu vidéo ensemble, essayer de les fédérer et véhiculer un message commun. Aujourd'hui, le jeu vidéo, ce n'est pas juste le ludique. Il y a différents aspects, opportunités derrière. On a notamment la CGO qui fait la valorisation de l'e-sport. Il y a le développement pur des jeux vidéo. Il y a la commercialisation du jeu vidéo. Il y a différents domaines d'activité. Et on a également des actions qu'on peut faire à travers les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est ce message que Interafrica veut véhiculer et inciter un peu les différents acteurs à nous suivre, à nous comprendre, à utiliser nos différents outils pour pouvoir fonctionner. En tout cas, tu as cité pas mal de notions et d'éléments qui entrent en ligne de compte justement dans ce qui concerne le jeu vidéo. Et je sais que je t'ai déjà posé cette question, mais je vais quand même reposer la question. Comment toi tu arrives dans cet univers qu'on a tendance à attribuer à la gente masculine? D'accord, je ne vais pas mentir, hein, je me rappelle, j'étais au bureau, je travaillais et j'ai un ami à moi qui m'a dit « Evelia, est-ce que tu as vu le projet du Goethe Institute passer ?» J'ai fait non et puis il m'a dit « jeux vidéo ». J'ai dit « oh là, nous on parle d'entrepreneuriat, on parle de militantisme pour les femmes, qu'est-ce que tu me parles de jeux vidéo ?» Je dis « non, on va lire, tu vas comprendre. » Je dis « ok ». Et la première chose qui me frappe, c'est pas juste développement de jeux vidéo, c'est pas juste design de caractère. Le projet est bien élaboré, il dit tous les créatifs avec leur potentiel, leurs compétences, venez, que vous soyez architecte, avocat, médecin, venez, on va construire un jeu. Et j'avoue que c'est ce qui m'a tiqué la première fois. C'est vrai que de manière globale, comme tout enfant, adolescent, on est un peu passionné par les jeux vidéo, mais au-delà de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de bon ? Et c'est à partir de là qu'on est arrivé. On a eu 3 jours de formation, d'atelier, au concept, au mécanisme de jeu. Et j'avoue que ce qui m'a le plus motivé à rester dedans, c'est ce principe qu'on appelle la gamification, qui aujourd'hui, ou la ludification en français, c'est utiliser des mécanismes de jeu pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire, au lieu d'aller de manière frontale avec une solution lourde et parfois pas compréhensible par les gens, on va mettre ça dans le jeu. On va pouvoir collecter des données, collecter des informations ou permettre aux gens de mieux assimiler une information qu'on aimerait leur véhiculer. D'accord, sensibiliser à travers le jeu, informer à travers le jeu, transmettre une connaissance à travers le jeu. Exactement. Tout simplement, d'accord. Alors,
je crois, hein, moi je ne suis pas forcément familière de l'univers du jeu vidéo. Moi je pense que j'ai plus regardé des dessins animés que je n'ai joué à des jeux vidéo quand j'étais petite. Mais je crois, sans me tromper, qu'il y a plusieurs catégories de jeux vidéo. Oui, catégorie, on peut le dire ainsi. D'accord, Ouais. donc à peu près, ce qu'on retrouve dans notre univers au Burkina, il y a quoi et quoi comme catégorie de jeux Bon, vidéo? la première catégorie qu'on retrouve beaucoup, c'est les jeux de simulation. D'accord. Un peu tout ce qu'il y a comme football, basketball, un peu ces jeux-là qui simulent des le sports vrai déjà, sport, le ouais. vrai sport. Voilà, donc il y a beaucoup de grosses communautés autour du football déjà. Après, il y a les jeux de combat qu'on retrouve beaucoup, surtout ceux qui sont passionnés de manga. Les otaku, eux, ils aiment bien les jeux de combat et tout. Et il y a de grosses communautés aussi dessus. Maintenant, il y a des jeux de type mobile qui s'adaptent au mobile, Les- qui s'adaptent au smartphone. Ok, d'accord. Voilà, au mobile. Puisque Il faut me actuellement, rappeler de mettre toujours ça dans notre langage. il y a des jeux qui s'adaptent au mobile, qui s'adaptent au D'accord, smartphone aujourd'hui ok. et qui sont très bien exploités. Et il y a aussi ces jeux-là, type social. Et je me rappelle que lors de la formation, on nous a dit que Facebook, c'est un gros jeu social Ok, qui implique beaucoup de mécaniques de jeu pour D'accord. permettre aux gens de rester accro sur cette grosse plateforme-là. Et il y a des jeux un peu comme, je ne me rappelle plus trop, sur Facebook, il y a plein de jeux sociaux comme ça, Oui. genre femmes, quelque chose, où les gens Oui, doivent oui, gérer oui. une Avant de te ferme. rendre compte, tu es Voilà, dedans. tu es dedans, et puis voilà. Oui. Donc il y a des gens qui aiment ça parce que ce n'est pas de la compétition. non. Juste, il prend soin de sa maison, il cultive Ouais, son comme potager. moi, Voilà. tranquille, Tranquille, tu sans pression. répares ton jardin, tu construis, tu ranges, tu right. répares, et voilà. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop la compétition, Ouais. qui ne sont pas trop aux jeux Stressant. vidéo. Voilà, mais il y a une grosse communauté aussi. Malheureusement, ce type de jeux ne peuvent pas se retrouver en compétition. Ah parce bah que oui. C'est des gars qui sont C'est zéro. proprement parce qu'il n'y a pas de la compète qu'on est là. C'est ça. Tu construis ta maison à ton rythme, tranquille, tu n'es en compétition avec personne. C'est bon, nous, ça va comme ça. Yeah. Donc, si moi j'entends bien, c'est dire en fait que le côté addictif du jeu est recherché volontairement. Oui, en fait, tout commence là-bas. Bah. Parce qu'il y a une Ah. question qui s'est posée. Pourquoi un homme, il part, il travaille à 8 heures, il a juste peut-être 1 heure, 30 minutes de pause, il descend à 18 heures, à 19 heures, il est fatigué. C'est-à-dire, carrément, il est fatigué. Il rentre chez lui, il allume sa console et il joue de 20 heures jusqu'à 2 heures du matin. Ça, c'est une question qui s'est posée aux États-Unis. Et les gars se sont dit, mais si le gars, il travaille, il se fatigue, pourtant, quand il joue aux jeux vidéo, au contraire, ça stimule une partie dans son cerveau là, Oui. qui lui permet d'être addictif. Donc, c'est par rapport à cette question qu'ils ont commencé à travailler pour trouver en fait ces ingrédients-là et les adapter dans la vraie vie. D'accord. C'est ce qu'on appelle les mécanismes. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle Les mécanismes de jeu, c'est-à-dire tous ces outils qu'on va mettre en place pour inciter le joueur à se dépasser, à toujours Voilà, continuer performer, c'est ça. à aller au bout du jeu, en ouais. fait. Et la question aujourd'hui, on parle de l'addiction au jeu, Oui. mais en comprenant, en analysant un peu le processus, ce processus d'addiction qu'on trouve chez les grands gamers, on oui. s'est dit comment utiliser ce processus-là ailleurs que dans le domaine des jeux vidéo. Donc aujourd'hui, par exemple, on a envie de faire apprendre un cours d'histoire à un enfant. Un enfant, On va oui. mettre en place, on va créer un jeu. Par exemple, autour de l'histoire Mossi, où il aura peut-être à aller chercher des énigmes, mais de manière vraiment drôle. Voilà, c'est Oui, ça. il va dire à son, moi je suis à tel niveau, mais au fur et à mesure qu'il continue dans C'est des l'histoire, chapitres de c'est des l'école, là, chapitres d'histoire qu'il qu'il est en entraîne. train de... Et il l'assimile. Et il assimile En plus, facilement. il se rappelle pour pouvoir Toujours évoluer. Voilà. Ok. Moi, C'est je ça. me rappelle, petit, je jouais à Mario. Ok. Vous avez ce parcours, vous sautez, vous avez le drapeau en fin de processus. Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux vous rappeler Tu te rappelles de ton parcours? Oui, tout de mon tout le parcours. Oui. Et des difficultés, on peut en rire. C'est comme ça. C'est comme ça. automatique. Est-ce que Mario, c'est pas le jeu le plus célèbre? Célèbre, à une époque, oui. Oui. À une époque, c'est un classique, en fait. Bah, c'est un classique, Oui, mais qui c'est apparemment classique. revient au goût du jour. Oui, Oui, mais sous pas d'autres comme le formats. Mario qu'on a connu à l'époque. Attends, on est Ouais, une nouvelle ça génération, évolue, on ne hein. peut pas leur Hop. servir ce à quoi on a joué. Ça va être compliqué. C'est ça. Même si c'est vrai que j'ai vu qu'il y en a qui essaient de ramener du 2D en jeu vidéo, histoire de Oui, faire... en fait, ceux qui aiment le classique. Oui, le classique. En fait, en réalité, 2D, c'est juste un point de vue. Ouais, C'est pas parce que c'est 2D que c'est ancien. ok. Non, c'est pas parce que c'est 2D que c'est ancien. C'est On pas a parce que l'impression c'est... que maintenant tout le monde fonctionne en au moins 3D. Voilà, au moins 3D. Oui. Ça, c'est la tendance actuelle. Ouais.
Mais le 2D, ça ne veut pas dire que c'est ancien. C'est juste que c'est un point de vue et ça se discute. C'est comme le noir-blanc. L'effet noir-blanc, c'était une époque, c'était une technologie à une époque. On a évolué vers la couleur et tout. Mais aujourd'hui, le noir-blanc, c'est un effet d'image. Voilà, c'est un choix. Donc, c'est le même principe avec le jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo en 2D qui fonctionnent très bien, qui sont très célèbres, comme Doolittle Jump, comme Stickman, qui sont des jeux qui ont été très addictifs à une époque sur les smartphones. Et c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a Ça des marche. jeux, tu ne comprends pas comment et pourquoi c'est addictif. Parce qu'en fait, en vrai, souvent, il n'y a pas de quête comme dans Mario ou autre, mais tu es dedans et tu es... Voilà. Moi, je Et me ça s'arrête à rappelle, tout moment, il y a un recommencement ce complet. jeu sur Game, c'est même pas de la Game Boy, tous les enfants en avaient petits. Et c'est Tetris, Tetris, où oui. on empilait des carrés, des cases, des Oui, figures pour que effectivement. ça ne monte pas. Oui. Mais le niveau d'addiction, il ne faut pas que je perde, il faut que j'avance. Justement, il faut que tu ailles le plus loin possible pour que tu puisses avoir le plus de points. Ouais. Oui. Mais moi, je trouve que c'est, moi personnellement, quand je rentre le soir chez moi, je n'aime pas les jeux d'action et tout. J'aime bien ce genre de jeu, tranquille, ou bien un runner, où tu vas perdre, mais en fait, c'est un exutoire pour moi, une manière de faire descendre ma pression de la journée. Ouais. Mais en fait, quand j'entends tout ça, on se rend compte qu'un jeu, pour un consommateur qui achète juste un jeu, on ne se rend pas forcément compte de tous ceux qui travaillent pour que ce jeu voit le jour. Ouais, ça, c'est Il y vrai. a combien de professionnels en fait qui réfléchissent à un jeu vidéo? Il n'y a pas de chiffre exact, tout dépend de l'ampleur du Du projet du jeu. D'accord. Mais de base, on sait qu'on va avoir un développeur, Des gros postes. un designer, un illustrateur, un storyteller. À la base. En bout de chaîne, on a les testeurs. C'est un métier également, c'est des gens qui vont tester le jeu, C'est ça. voir si les mécanismes sont bons, s'il y a de l'attractivité par rapport au jeu et D'accord. tout. Mais là, c'est du développement pur et dur. C'est-à-dire, un jeu développé n'est pas vendable, ne fait pas rêver. En fait, maintenant, on va avoir tout cet écosystème autour, ceux qui vont faire la communication autour du jeu, ouais. qui vont se baser sur l'histoire du jeu pour vendre quelque chose. On va avoir les publishers, c'est-à-dire Oui. ceux qui vont commercialiser Commercialiser le le jeu. jeu. D'accord. Il n'y a pas un élément qui vit sans l'autre. D'accord. Donc, si moi je comprends bien, d'abord, il faut l'histoire du jeu. Oui. Il faut le concept du jeu. Le con- bien. Il faut créer l'univers du jeu. Il faut le matérialiser et il faut faire exister ce jeu-là. Et à chaque étape, il y a un professionnel différent qui intervient Qui et le évolue. tout s'emboîte. Oui. Et quand c'est fini, il y a ceux qui vont tester ce jeu-là pour dire oui, ça va, non, ça ne Ça va ne va pas. il faut améliorer. Soit il continue, soit il revient. Ils reviennent, Et en c'est ce ça. moment, il faut voir comment trouver les mots pour le vendre à ceux qui vont l'acheter. Oui. Et ensuite faire évoluer le jeu et le faire vivre. Waouh, C'est ça. c'est En énorme. gros. Donc, dans la chaîne, on peut Oui. se retrouver avec une poignée de personnes, 5 personnes, Oui. et jusqu'à 500 et plus. Plus. Ouais, Ok. Parce qu'il y a des jeux comme Call of Duty qui nécessitent vraiment 500 au moins. Après aussi, justement, quand tu parles de quelque chose comme Call of Duty, on a pas mal de jeux qui nous ramènent dans un univers historique, Oui, où tu as forcément quelqu'un qui te enfin, des jeux qui te ramènent dans de la reconstitution Reconstitution, historique. oui. Et en ce moment, il faut que ça colle au vrai. c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu retraces l'histoire. L'histoire. Il faut que tu puisses ramener les décors de l'époque. Mhm. C'est ça. C'est- Parce que Call of Duty, c'est leur particularité comme ça. Ouais. Quand on prend le Call of Duty 2, où c'était la Deuxième Guerre mondiale, vraiment, ils ont reconstitué l'histoire. Ouais. Et c'était magique, en fait, pour ceux qui s'intéressaient vraiment à l'histoire de la guerre et tout. Et pour la suite, ils se sont retrouvés sur certaines versions de Call of Duty récentes, où ils ont matérialisé vraiment des villes, comme les favelas au Brésil et tout, qui se sont plaints, parce qu'ils ont trouvé que c'était vraiment réaliste. C'était beaucoup trop Oui, réaliste. c'était trop réaliste. Après, quelqu'un peut jouer le jeu et puis connaître tous les recoins De la du jeu. favela. Et ça, c'est dangereux. Ouais. Donc, il y a Il certains faut un pays peu qui de sont pleins. fiction, oui. Voilà, il faut un peu de fiction pour certains jeux. Et le dernier en date, c'est la guerre froide, où ils Ouais. sont repartis aussi et puis vraiment développer un concept de jeu qui est très, très intéressant. Comme quoi, ça amène à reconsidérer son point de vue sur le jeu vidéo si on fait partie des détracteurs du jeu. Oui. Parce que si on se dit qu'une personne, par exemple, qui joue à Call of Duty, qui n'a peut-être pas fait la Seconde Guerre mondiale en histoire, peut éventuellement te dire ce qui s'y passe. Parce qu'il l'a vécu dans Oui, un jeu il a vidéo. vécu. C'est vrai que dit comme ça, c'est autrement. Les testeurs de jeux, comment on devient testeur de jeux vidéo?
À la base, je pense que les studios repèrent les meilleurs joueurs, les joueurs de compétition qu'on va trouver C'est ça. au niveau de la CJO, pour ne citer D'accord. que cela. C'est ça. Les passionnés de jeux vidéo aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile également. Il y a de l'interactivité entre les différentes personnes. Et ces personnes, dépendamment du style de jeu auquel ils jouent. Parce qu'un testeur un joueur de football, FIFA, Oui. ne va pas aller tester Call of Duty. C'est Non, pas le non, même c'est pas le univers. même. C'est ça, ça n'a rien à voir. C'est rien du tout. Donc, on va voir ceux qui, de base, C'est ça. jouent énormément parce qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, ce n'est pas juste être dans une pièce, faire une compétition. Il y a le streaming. Oui, Je c'est pense ça. que Jacob pourra vous en parler tout à l'heure. Ce streaming-là permet aux gens qui soient basés en Alaska, aux États-Unis, en France, de pouvoir suivre en ligne la compétition qui est en train d'être faite. Donc, de plus en plus, les studios repèrent les meilleurs et dès qu'ils ont un jeu similaire ou bien un jeu, ils essaient de voir le profil des joueurs et de dire, OK, testez pour nous et faites-nous un retour. Voilà. D'accord. Comme ça, ils sont plus à même d'évaluer Évaluer le oui, jeu, voir si on peut le mettre sur le marché ou pas. Oui. Donc si je comprends bien, il y a la possibilité de suivre votre compétition depuis l'extérieur, Oui. d'y participer aussi ou pas? Oui, la participation, c'est possible. Ok. Et aussi suivre depuis l'extérieur, c'est possible. Ok. Récemment, on a eu à faire un tournoi dans ce sens-là. C'est la possibilité aujourd'hui que nous donne le smartphone, c'est en fait de pouvoir participer de manière... Avec Internet, online. hein, le smartphone, parce que c'est un C'est ça. gros smartphone sans C'est ça. Donc, on a eu la participation de la Côte d'Ivoire, du Gabon Oui. et aussi du Sénégal, Ok. qui étaient là en direct avec nous. Et puis, il y a une chaîne qui s'appelle CV2T, ivoirienne, qui s'est chargée de streamer les différents tournois qui sont faits Ok. et de commenter. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu une branche entière de Donc l'industrie. du coup, on a Oui. ceux qui organisent les compétitions, Mission. Et on il y a a les commentateurs, oui. on a les joueurs, C'est ça. il y a des entraîneurs aussi. Oui, il y a des entraîneurs aussi. Effectivement, Ok. ça c'est très Et important. des jurys. Oui. Parce qu'il y a des clubs, Oui, aujourd'hui il y a des grands clubs de jeux vidéo qui Oui. recrutent des joueurs des joueurs. et on les paye par mois. C'est des gros contrats. Ok. Et ils se positionnent sur des grands événements de jeux vidéo Ok. et c'est beaucoup de millions en fait. Ah, quand même. Oui, ça c'est... Donc, c'est-à-dire qu'il y a de grosses compétitions à l'échelle à l'échelle mondiale. mondiale, oui. Et ce n'est pas n'importe qui devient Non. gamer au Non, plan non, mondial. non. Il y a des champions de foot FIFA international. Du Burkina à l'international ou juste... Non, non, je parle à l'échelle mondiale. Oui. Il y en a qui sont champions de foot, oui, mais voilà, jeux vidéo. effectivement, jeux vidéo. Voilà, c'est ça même. Mais en fait, le mec, en vrai, sur un terrain, c'est pas sûr qu'il y a. Non, Non, le- pas du tout. Il est pro, Non, il est champion. il y a d'autres en fait qui ont les deux. Ça arrive Ok, parce qu'il y a ouais. des gens qui sont vraiment passionnés du De football, foot, ils physique, suivent le football ouais. et ils connaissent l'évolution des... Puisque quand on prend un jeu comme FIFA, il suit en fait Il l'évolution. faut connaître la réalité Oui, du foot pour pouvoir il faut être connaître en la phase réalité. avec le jeu. Pas vraiment jouer, mais il faut connaître la réalité. Parce qu'après, ça va influencer le choix de ton équipe, les réglages et tout. C'est très Et le et les niveau, performances les aussi performances et tout des ça. joueurs et tout. C'est vraiment pointu. Vu avec les nouvelles technologies, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant qu'on parle de justement le fait qu'on puisse faire des compétitions au plan mondial, on a dit qu'il y avait plusieurs catégories de jeux. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des jeux qui sont au-dessus d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux vidéo que l'on considère, oui, c'est prestigieux, parce que oui, on peut y aller en compétition au plan mondial, et il y en a qui sont, ah ouais, toi tu joues à ça, bon ouais, c'est du divertissement, c'est pas un truc sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas de Oui. ça aussi dans le monde Oui, du jeu? on peut le dire ainsi, mais on va pas le rendre péjoratif. C'est pas comme ça, ça va On marcher. est sympa dans les Mais voilà, effectivement, c'est ça. On va juste dire Ah, parce que que... souvent, moi, on me dit, comme moi, les jeux auxquels je joue, on me dit, ouais, mais ça, c'est pas du jeu vidéo. Ok. Donc, Ouais, je comprends la problématique, mais ça se discute en fait entre profanes. d'accord. Oui, mais sur le plan professionnel, on ne le dira pas ainsi. Mais il y a des jeux effectivement qui sont de type e-sport. C'est-à-dire là, c'est de la compétition. Et bientôt... dans les- L'e-sport. Oui, C'est e-sport. quoi? E-sport, c'est electronic sport. Pour Merci. dire en fait tout ce qui est sport, mais En ligne. voilà, en ligne, électronique sur des Électronique, supports ouais. PC, console ou smartphone. Ok. Et bientôt, on rentre dans la réalité virtuelle Virtuelle. avec les casques de réalité virtuelle qui sont maintenant en vogue, Ouais. avec l'Oculus qui frappe fort dans le domaine aussi du e-sport, parce que Ok. bientôt, il y a des compétitions virtuelles avec les casques. Oui, Ouais, mais quand on est dans la réalité virtuelle, ça devient très physique pour le joueur. oui, Oui. ça, c'est la particularité en fait de la réalité. Parce que Ce quand n'est on plus joue, juste les doigts. quand hein, on c'est- joue en fait un jeu de foot avec, Oui. ou un jeu de combat avec la console, Oui. c'est les doigts qui fonctionnent Oui. et tout, il y a le mind game, etc. Mais quand on est avec un casque de réalité virtuelle, il faut être physique. D'accord. Oui.
Donc, faut être physique. ce que je demandais, donc, c'était par rapport au fait est-ce qu'il y a des jeux qui dépassent leurs camarades par rapport à dans quelle catégorie on se situe? Oui, en fait, on revient en fait sur les types de jeux dont on a Oui, parlé. oui, Il y a des jeux qui sont vraiment typiques compétition, comme les jeux de simulation, les jeux de combat. C'est un jeu aussi de course. Et à l'intérieur, maintenant, il y a des catégories de jeux. Il y a des jeux qui vont monter sur le plan international, comme FIFA, qui est un jeu par excellence sur le plan mondial de compétition e-sport. Il y a des jeux comme League of Legends, qui se jouent à 5 souvent, et un groupe comme Call of Duty, qui sont des jeux aussi de type e-sport. Mais on va retrouver des jeux du même type, mais qui ne sont pas classifiés e-sport. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas de grosse communauté dessus, ou peut-être parce qu'ils ne sont pas ils sont pas dans le bon réseau, en fait. Voilà. Donc, il y a ces caractéristiques-là qui reviennent. Mais de base, les jeux de foot, les jeux de combat, les jeux de course, ce sont des jeux e-sport. Maintenant, il y a des titres spéciaux comme League of Legends, comme Dota 2, comme League of Legends, par exemple, ça fait partie des plus grands tournois mondiaux. Mais on n'a pas d'équipe, par exemple, de League of Legends au Burkina. C'est-à-dire que là, on est sur un événement international où on a besoin de compétiteurs League of Legends. Récemment, ça a été le cas, on n'avait pas d'équipe pour envoyer. Mais c'est vrai. C'est dommage. Voilà, donc on y travaille doucement. Du coup, là, en ce moment, je pense que les parents vont regarder autrement leurs enfants qui passent le temps à jouer aux jeux vidéo. Oui, si je peux le dire ainsi, l'industrie du jeu vidéo, il rapporte très gros sur le plan mondial. On est à 170 milliards. Quand même. Combien? 170 milliards. Milliards. Et c'était en 2019. 19 ou 18? 2019. Et je pense que pour cette fin d'année, on va dépasser les 200 milliards. Oui, là, on est en train de dépasser les 200 milliards. On l'a déjà. Donc, ça veut dire que même l'industrie du film même ne fait pas la moitié. On a dépassé l'industrie cinématographique. Oui, Wow. l'industrie cinématographique ne fait pas la moitié. Avec tout ce qu'il y a comme Netflix, Amazon Live et tout, ils ne font pas la moitié. Là, ils ne tiennent pas la compétition. Yeah. Ouais, ça donne à réfléchir, hein? Oui. Non, je ne vais pas trahir la lutte du 7e art. Ne vous en faites pas, le cinéma, je suis là. Mais on peut regarder à côté pour voir. Ça peut être intéressant. Non, je pense que ce qui est formidable avec l'industrie des jeux vidéo, ce n'est pas une industrie centrée, ce n'est pas une industrie à part. On a besoin des autres industries. Justement, il faut tout ça, parce que même quand on parle fonctionner. de l'industrie cinématographique, il y a quand même des scénarios qui sont montés dans le jeu vidéo et tout ça. Et en ce qui concerne l'industrie du cinématographique, quand on prend le film d'animation, qui est une branche du cinéma, ça fonctionne quasiment de la même manière qu'un dessin animé, qu'un jeu vidéo. Jusqu'à après, il y a de la programmation autour. Donc, c'est la même team qui fonctionne jusqu'à ce à peu près les mêmes profils au départ et ensuite quand on arrive dans le côté gamification. Là on passe avec la programmation, pour tout ce qui est mécanique du jeu. Donc ça vous dit que ça se complète. Et on peut passer d'un jeu à un film, comme ce qui s'est passé avec l'histoire du Camerounais, Kiro Games, où l'histoire de leur jeu a été vraiment passionnante et il y a des réalisateurs américains qui se sont dit ça va être bien qu'on le fasse en film, ou bien un film qui devient un jeu. Oui, comme exactement. voilà, il y a des Assassin's Creed qui est devenu un jeu plus tard. Viking aussi est devenu un jeu, je crois. Donc c'est pour dire que il fonctionne vraiment. Mais toujours est-il que le jeu rapporte plus. Ça, ouais, c'est clair. Est-ce que c'est un message pour certains parents, ça? Alors, souvent, on taxe le jeu vidéo d'avoir cette fâcheuse tendance à isoler le joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore vrai avec Internet? Oui et non. Ah. Et non. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des réseaux sociaux dédiés vraiment aux jeux. Si je prends par exemple le jeu Fortnite, qui est très apprécié des jeunes, ils sont dans leurs univers. Le soir, quand ils rentrent, ils jouent, ils sont interconnectés avec leurs amis. Donc, isolés, non. C'est-à-dire, ils ont leur propre monde aujourd'hui. Ils ne sont pas dans le monde physique? Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Okay. Maintenant, après, je pense que ce qui inquiète, quand on parle d'isolement, c'est que quand un jeune aime un jeu, il est tout le temps dans son coin à vouloir terminer son jeu. Mais je crois que c'est la passion plus qui rentre en ligne de compte plutôt que l'isolement. C'est pour ça que, en fait, pour faire développer cette industrie, il faut faire véhiculer des messages. Il faut cadrer le développement de l'industrie des jeux. Et il faut aussi de la compréhension. Parce que si vous prenez un enfant et vous lui dites « non, arrête de jouer », ben, automatiquement, il va essayer de faire ça en cachette derrière. En fait. Je peux donner un exemple. C'est passé récemment, quand on a eu le tournoi le mois dernier, c'est ça. Il y a un parent qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a son fils qui fait la 3e, je crois,
qui joue à FIFA. Bon, l'école a commencé, on a rangé la console, mais comme il a entendu parler de l'événement, il aimerait faire venir son fils. Est-ce que c'est possible? Je l'ai dit. Il n'y a pas de problème. Donc, ce parent-là qui n'a pas encore vécu cette expérience e-sport, prend son fils, c'est un samedi, dans la voiture, il dit à son fils, tu préfères qu'on parte à une glace ou bien on part à une compétition de FIFA? Il a dit FIFA sans discuter. Donc, ils arrivent à ce tournoi-là. Et c'était une expérience pour les deux, parce que c'était la première fois que, disons, ce parent-là accompagne son enfant à un événement, parce qu'à la maison, l'enfant voit le papa comme le boulot, celui qui dit oui. la console, non, pas aujourd'hui, pas de truc. Voilà. Mais aujourd'hui, ça crée quelque chose. Et ce parent aussi, il s'est assis, il a vu un peu l'enthousiasme de ces différents joueurs, comment on va dire ça, l'ambiance et tout. Et au sortir en fait de cet événement, il m'a appelé, il m'a dit, c'est quand le prochain? Il faut qu'on vous encourage. Oui, non Donc, seulement il y a quelque chose en fait. En fait, c'est vraiment de la communication et c'est ce que nous essayons de faire avec Inter-Africa, montrer qu'il y a un cadre dans lequel un enfant, même un adulte peut évoluer. C'est pas juste, il vient à cette compétition, il rencontre d'autres joueurs. C'est ça. Ça augmente un peu sa passion pour le... Ça quitte un peu le cadre du jeu, il regarde ça autrement. Autrement. Il se sent un peu mieux compris, il se dit il n'est pas seul. Et le parent qui voit ça, il sait qu'il a un cadre dans lequel c'est de manière un peu sécuritaire, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est la ça, personne en fait. peut évoluer. Si un parent qui dit c'est quand la prochaine fois vous faites ça, c'est qu'il est un peu confiant. Bah, il se dit Voilà, ça, c'est bien pour mon enfant. Voilà, c'est ça. Oui, il regarde autrement. Mais justement, ça, c'est vrai que justement, il y a cette compétition ici. Mais si on va parler justement de jeux vidéo de façon générale, en termes de production, où se situe l'Afrique? Et c'est vrai que tu as cité un chiffre tout à l'heure qui est énorme. Je pense c'est que- quoi la place de l'Afrique dans tout Alors, ça? cette année, j'ai dû faire 7 conférences Oui. où on me demandait de faire le bilan un peu de l'industrie africaine des jeux. des jeux. Et à chaque fois que je rentrais en conférence, je dis oui, c'est une industrie en pleine, pas croissance, en démarrage. Ok. En démarrage. Et en fait, on est le 1% de l'industrie du jeu vidéo mondial. Aujourd'hui, là, c'est même pas l'Afrique, c'est l'Afrique and Middle East. Moyen-Orient. Ouais. Non, Afrique et Moyen-Orient? non, Non, pas. Middle East, c'est pas moi. Middle East, Europa. I don't know the term. Ok. Sorry. Mais c'est pour dire 1% de 200 milliards, c'est très peu. Et ce Ça fait qui quand même nous... 1% de 200 milliards. Ouais, c'est quand même 1% quoi. C'est 1%. Oui, en On fait, parle de c'est ça. tout un Bon, même si c'est quelque Tout le chose. continent Oui. avec un peu de Non, mais l'Europe de c'est- l'Est. Et voilà, exactement. Et le truc, c'est que l'année passée, nous, on a eu une onde de choc parce que de plus en plus, quand on voit les studios européens, américains faire du développement de jeux, ils s'intéressent à la thématique africaine parce Africaine. que Et là- c'est Un vendeur marché à prendre. et parce qu'on a une forte présence culturelle. Ouais. Notre culture est très... ils sont- Diversifié. Voilà, diversifié. Quand on dit l'Afrique, c'est comme une cinquantaine de pays. Et quand tu prends un pays, on a parfois Soixantaine soixantaines d'ethnies. Et chaque ethnie a sa Non, particularité particularité. culturelle. Ouais. Et on était en conférence, et un atelier, il disait, mais comment on fait les caractères africains? Donc ils sont à la recherche Bien sûr. de cela pour intégrer aux différents jeux en développement. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on commence par développer nos jeux. C'est vrai qu'on n'a pas l'expertise de bout en bout pour partir sur un projet comme Call of Duty aujourd'hui, mais je pense qu'à l'image de Kiro Oui, au au Cameroun, Cameroun. ce qu'ils ont fait, c'était de la coproduction. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des talents bruts ici qu'on peut faire travailler avec des talents, soit en Afrique de manière générale, parce qu'il y a certains pays qui aujourd'hui ont De un l'avance pas aussi, d'avance oui. sur d'autres en termes de développement de jeux, ou bien faire de la coproduction entre un pays ici et un pays à l'étranger pour acquérir l'expertise, pour être sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera au rendez-vous des jeux vidéo. De jeux vidéo. D'accord, Voilà, ok. c'est Mais ça. est-ce que quand même, c'est vrai que c'est 1%, mais est-ce qu'il y a quand même un jeu vidéo Made in Africa qui sort du lot, à part Kiro? À part Kiro, Letty Art au Ghana. oui, Letty Art, ça Et quoi c'est la l'histoire de maison. ce jeu? Eux aussi sont allés sur des super-héros africains. C'est un Ok. peu leur principe comme ça. Ok. Depuis, je crois qu'on les a contactés en 2017 même. Oui. Ouais, et on a discuté avec eux à l'époque. Et ils sont en train de développer un jeu qui ils ont référencé en fait des personnages qu'ils ont désignés comme des super-héros africains. Et ce jeu-là en fait part de ce principe. D'accord, ok. Donc c'est dire quand même qu'il y a de plus en plus de Oui, matière. en fait, ça c'est, on parle des jeux même qui sortent du lot. Sinon Oui. après il y a plein d'autres jeux. D'accord. Au Nigeria, vraiment, l'industrie se développe. Ils partent sur des jeux vraiment à faible budget.
mais qui fonctionne sur des smartphones, sur ordinateur. Et au Nigeria, on a Morgue Media Design, non, au Niger plutôt. Niger. Morgue Media Design qui fait des jeux comme Shansu. C'est un super-héros aussi nigérien et tout. Il a fait son jeu qui a fonctionné vraiment en 2017-2018. Et il est en train de partir sur un film d'animation actuellement. Donc il y a des pays comme ça, Côte d'Ivoire. Au Burkina aussi, on est en train d'évoluer tout doucement sur des principes de jeu comme ça. Et je me dis que c'est la base. On n'a pas besoin de concurrencer ces Américains là ou ces Asiatiques et tout. Nous, on a la latitude actuellement, on a tout cet espace-là pour faire toutes les erreurs dont on a besoin. On peut faire toutes les erreurs, apprendre, casser, reprendre, parce que quand ça va sortir, on va se positionner vraiment à un très bon niveau. Juste pour ajouter, en fait, je pense que c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre aujourd'hui quand on est basé sur le continent. Ces 2 ans de projet nous ont fait voir tous les angles de l'industrie des jeux vidéo. Un jeu vidéo, c'est des millions d'investissements. Oui. On n'a pas ça. Et en fait, autour de débats, on a compris que pour exister, il faut créer du contenu. Et du contenu, ce n'est pas faire le prochain FIFA, mais faire des jeux où, demain, quand vous nous inviterez, on pourra vous montrer des exemples de jeux qui ont abouti. Plein de pays aujourd'hui sont dans cette optique-là. Ce n'est pas des jeux à gros budget, c'est des jeux de plateforme, des petits jeux culturels, la majeure partie, mais c'est des jeux que nous, on peut citer. Et de plus en plus, si on a un foyer de jeux, on peut attirer des investisseurs pour pouvoir injecter de l'argent pour développer des jeux à gros budget. Au Burkina Faso, nous, on part juste sur des prototypes. Des prototypes aujourd'hui, c'est on va faire un stage, 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, pour montrer le principe, le mécanique du jeu et dire, OK, voilà ce qu'on peut faire de manière bénévole, en mettant du temps et de la passion. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Avec de l'argent en plus, imaginez ce qu'on va arriver à faire. C'est ça. D'accord. Mais déjà, dans un premier temps, montrer que déjà, il y a l'imagination il y a la volonté et il y a la compétence. Oui. Ensuite, les moyens, on arrivera à convaincre derrière en disant, voilà, on n'a rien, on a fait ça. Imaginez si on avait quelque chose, c'est que ça allait donner. Tout simplement. Et en parlant maintenant, pour revenir un peu à nos gamers, à nous, c'est vrai qu'on a des équipes qui compétissent à l'échelle sous-régionale. Est-ce qu'on va au-delà de l'Afrique? Au Burkina, je parle des gamers burkinabés. Au-delà de l'Afrique, c'est possible parce que je pense à 2 niveaux. Le premier, c'est ce type de gamers-là qui sont à Ouaga et après qui se retrouvent soit en France, soit au Canada, soit aux États-Unis, pour les études par exemple, et qui se retrouvent à compétir dans des équipes nationales là-bas et qui partent vraiment de haut niveau. On se rappelle de ce jeune-là, je ne me rappelle plus de son nom, mais en 2014, qui s'est retrouvé à une compétition internationale de FIFA, FIFA 2014, où il était 2e. C'est un Burkinabé, mais il représentait le Canada. Il était en études là-bas. On a Isou Dedouvé aussi, qui est un Burkinabé qui se retrouve en France et qui se retrouve à jouer dans des ligues professionnelles, voilà, comme gamer professionnel, voilà. Et il représente la France. Bah oui. Donc c'est un peu ça à la base. Mais après, nous, on a des joueurs ici qui jouent au Burkina et qui se connectent sur des plateformes où ils ont la possibilité d'affronter des gens à l'international. Donc c'est un peu ça aussi l'avantage du online, on va le dire ainsi. Mais aujourd'hui, en tant qu'organisateur d'une plateforme de compétition, on se dit qu'il faut qu'on trouve des créneaux, il faut qu'on trouve aussi des pistes, des alliances, des partenariats comme Interafrica aujourd'hui, qui est vraiment un grand réseau qui va nous permettre demain de pouvoir rentrer dans des circuits de compétition et envoyer nos joueurs, par exemple, sur des tournois vraiment internationaux. Et c'est comme ça forge. Même avec Orange eSport, on a vu ça, où ils ont envoyé des joueurs burkinabés en Côte d'Ivoire et puis au Maghreb là-bas. Ouais. Justement, en parlant de ça, on se rend compte que Internet joue un rôle très important quand même dans les compétitions de gaming. Oui. Est-ce que nous, actuellement, au stade où on est, notre offre de connexion, on peut se targuer de compétir? Genre, il ne faut pas que tu arrives en finale et que ta connexion là, Ça, c'est comment on fait? Bon, pour la connexion, de manière générale, on peut dire que ça va. D'accord. Parce qu'on arrive à compétir avec des gars à l'international, ça marche. Mais le petit problème qu'on a, c'est un peu cette latence-là, c'est le ping, qui est très important dans la connexion. Parce que pour un gars qui est en France, par exemple, et qui a un débit plus important que le nôtre, il va se retrouver dans une compétition où il aura des réflexes plus rapides, en millisecondes. En fait, et c'est très important. Voilà. Donc, le temps que toi, tu te retournes pour le voir, lui, il t'avait vu depuis.
Ouais. Et là, tu perds des points. C'est ce problème-là on a. Mais je crois que nos réseaux le comprennent vraiment. Et c'est pour cela aujourd'hui, ils sont en train vraiment de tester leur connexion. Ce potentiel-là, en fait. Parce que c'est quand même quelque chose d'important pour eux aussi. Parce que si tu joues en ligne, tu consommes. Tu consommes, oui. Bah, et c'est très ça, important. je profite pour lancer un appel à tous les opérateurs Ah ici oui, au c'est niveau du important. Burkina. Oui. C'est-à-dire, aidez-nous à professionnaliser les différents gamers. Aujourd'hui, notre prétention pour 2021, c'est de pouvoir positionner pas un, mais toute une équipe, une dizaine de personnes au niveau international. C'est ce qu'on Donc, on recherche. a besoin d'eux. Parce que c'est eux seulement qui peuvent nous permettre d'organiser des compétitions qui vont nous permettre d'être mappés au niveau international. Internet, please. Et aussi de l'argent. Oui, de l'argent. Mais si vous avez Internet, bah, c'est vrai qu'il faut payer pour être en ligne. Vous allez rapporter des victoires et vous allez dire, ah, mais c'est cool cette histoire-là, on va mettre plus d'argent. Et je double challenge les opérateurs. Peut-être même vous pourrez nous créer des forfaits gamers. Why Pourquoi not? pas? Ha, ha, ha. Ça, tu On m'as fait- 10 points. On fait de la consultation directe là. Voilà. Voilà, c'est du point forfait. Comme actuellement, il y a les forfaits Netflix, Oui. effectivement, On qui est proposent. ouvert aux discussions Ah, pour ben, vous forfait aider pour les Discuter forfaits pour forfait gamers. gamer. Il prend ça et puis bon. Mais c'est vrai qu'on parle de tout ça, les jeux vidéo, c'est intéressant, c'est tout un univers qui fonctionne, c'est plein Yep. de professionnels qui réfléchissent, qui pensent, il y a de l'expertise. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent aller spécialement se spécialiser, je ne sais pas, en animation 3D, 3D, justement oui, pour faire dans l'univers dans du l'univers du gaming. Il y en a qui vont aller faire du design, C'est ça. travailler dans le monde du gaming, même de l'architecture. Pour être dans le gaming, Dans le gaming, il y a c'est ça. plusieurs Voilà. professionnels qui peuvent se retrouver dedans. Mais est-ce que c'est quand même un espace qui est ouvert à tous? Au-delà de vouloir y travailler, être joueur, ça demande un minimum. Parce que moi, je suis dans mon salon, il n'y a pas le courant, je ne peux pas avoir la prétention de vouloir faire gamer. Il faut un minimum. Donc, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un truc qui est ouvert à tout le monde quand on se situe dans le contexte burkinabé et quand on connaît à peu près la moyenne du niveau de vie des uns et des autres? En fait, c'est pour ça que nous existons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les communautés que j'appelle l'écosystème du gaming existent. C'est vrai que acheter une console, comme Molo l'a dit, depuis longtemps, c'était pas donné. Vous voyez que c'était Aujourd'hui, 1000 francs pour le premier en 2011. Oui, et en 2016, c'était 5 000 francs la participation. Ah, d'accord. et donc du coup, aujourd'hui, c'est pas donné. Plus les consoles, plus le temps passe, plus les consoles coûtent cher. Et c'est pour ça que nous, on travaille à ce qu'il y ait de plus en plus de centres de jeux pour permettre aux gens de venir jouer, se professionnaliser à moindre coût. D'accord. Parce que les centres de jeux, tels qu'ils existaient de manière... avant, je veux dire, c'était des petites... Petits espaces. de petits espaces où on avait 2 ou 3 consoles. Aujourd'hui, on travaille pour faire un plaidoyer pour dire, OK, il faut qu'on équipe ces salles de jeu là, pour qu'ils aient un réel, pour qu'on ait au Burkina un réel game center. Ok. Ok, pour Et ceux si qui je peux peuvent ajouter, pas. hein, c'est une petite histoire comme ça. Ouais. J'ai vu dans certains quartiers, même à Somgandé, ça existe, où il y a des petites salles de jeu, on va appeler ça des salles de jeu par terre, où il y a deux écrans ou un écran avec une PlayStation 2 de l'époque. D'accord. Avec- 2? Oui, 2. Waouh. On est à la Et- 5, non? Oui, on est à la 5 aujourd'hui. Ok. Donc 2, parce qu'elle est vraiment solide, c'est au bord de la voie, il y a la poussière Ouais, et tout, oui. mais elle ne crame pas. Et vide. Et on va voir des mendiants, puisque là-bas, souvent, la participation, c'est 50 francs, 100 francs. Ok. Donc, ils vont venir s'asseoir et qui vont faire des performances sur PES, sur FIFA. Mais on se dit, En mais fait, il y a des talents oui, comme en ça fait, qui se promènent voilà, et on et c'est n'arrive pas à les sérieux, repérer hein, parce c'est qu'ils n'ont pas sérieux. les moyens. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont vraiment des as dans le domaine du gaming, mais au niveau de la Play 2. Bon, nous, on ne peut pas faire des tournois sur la Ah, Play 2. 2, c'est compliqué. Ouais. Donc, comme Evelyne l'a dit, actuellement, en fait, notre challenge, c'est de pouvoir rentrer vraiment dans la démocratisation. Parce que déjà, j'avais dit ça au début, nous on partait ce Chez un ami chez un qui ami l'a, qui l'a, et ça n'a pas C'est le même changé. truc que le ballon. Celui Oui. qui a le ballon dans Ballon le quartier, aussi, c'est l'ami oui, de tout le c'est monde. C'est le capitaine de l'équipe. Oui. Comme ça. Donc pour le jeu, c'était pareil. C'est pareil. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est vrai que il y a plus de consoles, mais le Ça ratio reste reste pour ceux voilà, qui pour ont ceux les qui moyens de s'offrir. de s'offrir. Et là, c'est dommage en fait pour ces gens-là qui n'ont pas la capacité d'avoir la console, mais qui ont ce talent de gaming. Donc, c'est pouvoir mettre en place dans certains espaces, que ce soit Ouaga, que ce soit Bobo, que ce soit Waiguya, etc., où les gens pourront venir au moins s'entraîner et se préparer pour d'éventuelles
compétition. Voilà. Donc en fait, d'arriver à mettre en place des espèces de clubs sportifs, C'est ça. mais spécifiquement gaming. Gaming, Donc yes. en ce moment, on l'équipe, on fait le centre, et ça veut dire qu'il faut être à la pointe du développement de l'univers du jeu vidéo, C'est ça. de pouvoir les équiper pour qu'ils puissent s'entraîner, avoir éventuellement la connexion. C'est des idées d'investissement quand même, hein, pour des personnes qui se disent « Ah, moi j'ai l'argent, je ne suis pas investir dans le Oui, classique. » un C'est quand même... classique, c'est ça. Et Effectivement. en plus, vous avez entendu le chiffre à la fin. C'est énorme. L'industrie du gaming, si on peut faire son état au Burkina, Ouais. c'est des actions ponctuelles. Ouais. C'est Oui. des compétitions ponctuelles. Aujourd'hui, nous, on veut travailler à ce que de manière courante, on ait des activités tout au long de l'année qui permettent aux gens, pas juste de laisser leur activité et d'être focus. Si vous voulez devenir gamer ou entrer dans l'industrie des jeux, vous êtes les bienvenus, hein. Mais nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de créer des activités où ce ne sera pas juste dans le cadre de la Journée mondiale des jeux vidéo, on aura Un événement. voilà, ou bien que ce ne sera pas juste à Ouagadougou. Pour 2021, on va envoyer la CGO un peu partout dans les villes C'est ça. au Burkina. Au Burkina. L'idée, c'est que ça existe un peu comme, comme tout autre sport, hein. C'est vrai qu'il y en a qui, quand on parle de e-sport, il y en a qui se disent que ce n'est pas du vrai sport, mais quand même, ça peut fonctionner comme un univers sportif normal, Sportif normal, oui. avec Exactement. des entraînements Ouais, une régulièrement, rigueur, des tout ça et tout. compétitions, Voilà. des matchs amicaux Mhm. pour se garder en haleine et tout C'est ça. ça. C'est ça. Ok. Et l'e-sport aujourd'hui fait partie des compétitions olympiques. Oui, Ça a les été- Jeux olympiques. Les JO ont Oui, les JO sont en train de développé un côté l'intégrer. e-sport. Voilà, e-sport. e-sport. Oui. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on prend des grands clubs comme le Barça, le Real, etc., qui aujourd'hui qui ont des sous-clubs électroniques. Ok. Voilà, donc c'est dit, il y a l'équipe et il y a puis, il y a l'équipe le- électronique en bas. l'e-équipe. Voilà, c'est ça. L'e-team, comme on pourrait le L'e-team. dire, Et effectivement. ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Je peux Ok. dire. Avec Interafrica, est-ce que vous avez développé des jeux vidéo? On a développé des prototypes de jeux vidéo. D'accord. On en a développé autour 3. Oui. Ok. Le premier, Sankofa. Ok. Le deuxième, Fika Fika. qui aborde le sujet de la sécurité sécurité routière. routière. Ok. Et le troisième, Arzana, qui a été fait dans le cadre de la Game Jam, Voilà, la Global Global Game Jams, Ok. en janvier 2019, en fait. Ok. Alors, chaque jeu, on en parle. Sankofa, c'est le premier. Ça parlait de quoi? Sankofa était vraiment axé sur la culture Mansi, Ok. avec une problématique énergétique. D'accord. On avait un souci énergétique à Ouagadougou et un jeune prince Morsi Ok. qui est revenu de l'Occident avec ses compétences d'ingénieur, est venu pour voir le nœud du problème et conseiller les gens à travers toute l'histoire du jeu sur l'utilisation, la bonne utilisation de l'énergie et également pallier avec l'énergie solaire ou les Solaire. différents types d'énergie possibles pour réduire les coûts de D'accord. consommation. En fait. Donc ça, c'était Sankofa. Sankofa. Ensuite, Fika Fika. Fika Fika était basé principalement, la thématique c'était la sécurité sécurité, routière. voilà. Le Ok. respect des règles, des Un codes. peu comme Mario, d'un point A à un point B, il circule. Oui. Et là, il va rencontrer des panneaux, il va rencontrer des personnages ou des ambulances et un comportement en fait à suivre pour chaque étape. D'accord. Et il devait garder un niveau qu'on appelait le niveau de sécurité haut, sinon il perdait sa mission. S'il voulait, il dépassait une vitesse, s'il dépassait 50 km, il perdait sa barre de sang, sa barre de vie. Ok. S'il brûlait un feu rouge, également là, c'était grave. S'il ne s'arrêtait pas quand l'ambulance Voilà, il est venait, game over. game over. Ok. On a mis, c'est Voilà. un stage un peu, c'est un jeu basique Mhm. qui nous permettait un peu d'expliquer aux uns aux autres c'est les petits codes, les codes au niveau de la sécurité routière. routière. Ok. Et le troisième, Arzana. Asana, c'était un jeu vraiment plateforme 2D, c'était plus le mode wizard, on l'appelait le mode sorcier. C'était un jeu ludique où on devait construire un temple. C'était basé également sur une histoire culturelle et l'idée était de ramasser toute l'histoire culturelle d'une ethnie. Elle D'accord. était fictive, ce jeu-là, pour Oui. pouvoir avoir des clés et plus le personnage principal acquérissait des connaissances sur son histoire, plus ils arrivaient à monter un peu le Une sorte temple, de tout, là, voilà. le temple de son récit et reconstruire l'histoire à ses D'accord. Donc des prototypes. prototypes. Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui?
C'est au chaud, on attend de... C'est au Puisque, chaud. quand on parle de développement de ce type de jeu-là, c'est beaucoup de patience et de passion, les D'accord. 2 P. Donc, on les allie et en fonction de notre temps, on réunit après l'équipe, on travaille sur un certain temps pour améliorer le jeu, parce que notre objectif, c'est de pouvoir monter des prototypes, on va dire ça comme ça, vendables. Ok. Et des prototypes qui pourront vraiment aller loin et revenir avec des résultats très pratiques comme des partenariats en fait. Ok. Donc c'est un peu ça. Et parce que pour les terminer de manière globale, ça va demander beaucoup de temps. Et donc il faut des gens qui vont se démarquer spécialement pour travailler là-dessus. Vu que chacun est dans ses activités, c'est compliqué. Donc on allie un peu la patience avec la passion et puis on bosse là-dessus, on n'oublie pas. Et on se dit qu'on s'est donné pour objectif, je crois qu'on en a discuté cette année, en 2021, de pouvoir, au moins sous ces 3 jeux, on va choisir un spécialement, on va vraiment évoluer là-dessus, Ok. et pouvoir proposer quelque chose de vendable et voir ce que ça va donner dans l'avenir comme... Exactement, comme l'a dit Jacob, pour nous c'est important parce que les prototypes, c'est dire réellement qu'on peut le faire. le faire, oui. Après, tout n'est pas fini. Côté caractère Oui. design, côté mécanisme, il y a des trucs à améliorer, mais c'est pour dire, OK, voilà ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire développer ça? Je tiens à mentionner que pour cette année 2020, on a eu le soutien du Goethe Institute Oui, pour nous aider à améliorer les niveaux des jeux qu'on a déjà fait. Pour D'accord. 2021, je pense qu'on pourra même faire un appel. Il y a un jeu, je le garde parmi les 3 qui nous tient vraiment à cœur et je pense qu'il servirait aussi ici au Burkina dans le phénomène de sensibilisation. Si on va faire un appel à fond pour pouvoir le terminer, pour pouvoir positionner, vous savez, dire qu'on a le premier jeu Made in Burkina fait de bout en bout avec les compétences du Burkina. Burkina. Et j'ai l'impression quand même aussi que la cible du jeu est plus ou moins jeune. C'est fait exprès? Oui. Parce qu'au démarrage d'un jeu, on définit également qui va consommer ce jeu-là. D'accord. Après, de manière universelle, le jeu attire tout le monde. Hein. Oui. C'est pas que... Exemple, Zuma, ce jeu-là, Oui. les tantis là, ils sont accros à ce jeu. Et de manière courante, aujourd'hui, on a Coin Master. Oui, oui, Et oui. on a même un groupe Coin Master Burkina que je tiens à Ouais, c'est vrai que saluer. Coin Master, c'est un phénomène, tu ne comprends pas. 2020, je pense que c'est le jeu le plus rentable de 2020. Ils ont eu 80 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Et je sais qu'au Burkina, on a une forte communauté de 20 000 personnes. Wow. Donc, C'est je les quelque chose, salue. hein. 20 000 Et pour personnes. 2021, je vous promets une Games Night spécialement pour la communauté de Coin Master du Burkina. Parce que c'est vrai que s'il y a bien un secteur qui a profité de cette pandémie, c'est le secteur du jeu vidéo, Oui, qui a connu un développement mais fulgurant. fulgurant. Je sais que les chiffres ont augmenté. Je sais que les dernières PlayStation ont manqué immédiatement au magasin dès que C'est en c'est rupture de sorti. stock, c'est sorti il y a moins. Oui, il y a un mois. Non, Non, peut-être un peu une plus. semaine, 2 semaines, mais c'est en Oui, rupture de c'est déjà en stock. Juste ce rupture de matin, stock, tranquille. en 5 jours, ça fait une rupture de stock. Même ce matin, j'avais des amis à l'extérieur qui m'ont dit on n'en a pas. C'est fini, on n'a plus. On n'en a pas. Donc C'est- ça veut dire ce que ça veut dire. c'était- Les gens sont fermés chez eux, il faut qu'ils s'occupent. Il faut qu'ils s'occupent. Et en ce moment, à quelque chose, malheur est bon, le jeu vidéo se développe. Oui, mais nous, avec les équipes à l'international, on a travaillé le jeu, jouer, le jeu, développer. Parce que 2020, c'est l'année où les solutions digitales ont vraiment fonctionné. Exactement. On fait partie du carré là et on n'a pas manqué à l'appel, en fait. Et je crois que dans le domaine aussi, on a oublié un secteur, c'est les salles de jeu. Ah, Oui, parce que ça aussi, c'est assez important. Parce que c'est ces cadres-là où les joueurs aussi peuvent venir se rencontrer, que ce soit entre amis, en communauté ou bien juste en solo, pour venir partager vraiment des expériences aussi qui sont assez bien. Parce qu'il ne suffit pas de jouer à la maison, mais aussi de se retrouver dans ces salles-là spécialisées pour pouvoir vraiment partager cette passion. ça m'amène à poser, je pense, ma dernière question, qui rejoint à peu près celle sur le fait que ce n'est pas forcément offert à tout le monde. Mais c'est quoi le regard de la société sur les joueurs aujourd'hui? On en a discuté récemment lors de notre événement en ce qui concerne la journée mondiale des jeux vidéo. Et ce regard, il est au Burkina Faso. Oui. Il est toujours péjoratif, hein, je peux le dire ainsi. Il y a un regard assez biaisé en ce qui concerne vraiment tous ceux qui jouent au jeu. Que ce soit déjà les enfants qui jouent au jeu, les ados et tout, et que ce soit aussi les grandes personnes qui jouent, parce qu'après on les voit comme des gros bébés. Les gens qui n'ont peut-être pas... Voilà.
Et pour les enfants qui sont aussi accros et tout, on se dit, bon, Il faut l'éloigner de voilà, ça, sinon il ne c'est veut pas ça étudier. voilà, il ne veut pas étudier, etc. Donc, il y a un peu tout petit ce... rapport, Voilà, et c'est une grosse problématique pour nous, parce que nous qui avons vécu effectivement dans cet environnement-là, on a vu ce que ça fait comme effet. C'est vrai qu'à un certain niveau, ça peut être dramatique pour l'enfant. C'est pourquoi nous, on se dit, on peut se positionner pour pouvoir canaliser ces choses-là. Ah, justement, parce que ça, Oui. c'est quand même important. Les dérives liées aux jeux vidéo. Parce qu'on en a vu, oui. souvent, ça arrive à avoir des effets dramatiques, Oui, autant ça sur le arrive. développement psychologique, ouais. sur le rapport aux hommes, même sur la vie de façon générale. Général, ouais. Il y en a qui... Il y a des conséquences inimaginables souvent. Donc, comment Mais- justement vous, est-ce que vous prévoyez quelque chose? En fait, pour revenir sur les conséquences, en tant que responsable dans ce domaine, on ne peut pas éviter cette question-là. Il y a effectivement des dérives, Des dérives, mais c'est à nous de savoir, c'est aux parents de savoir canaliser tout ça. Moi, j'ai été surprise en 2019 lors de la Gamescom, une conférence sur les jeux vidéo en Allemagne. L'armée recrutait à cette conférence-là. Et je pense Oui. que dans les pays développés, les jeux comme Call of Duty, c'est oui. des jeux où C'est des plateformes où on c'est des recrute. plateformes où on passe pour faire du recrutement pour les Parce militaires. qu'après, tu es passé maître dans Call of Duty, c'était quand même un peu un as de la stratégie. Oui, Donc, C'est ça. Quand exactement. même, oui, et c'est sérieux. Hein. C'est exactement. Et j'ai appris cette histoire, je ne sais pas si c'est vrai, ça se discute. Et ça, c'est en Israël. Les Juifs là-bas, il y a ces enfants qui sont doués là, dans les jeux vidéo. Effectivement, souvent on les recrute. On les recrute pour piloter des drones en fait. Donc le gars, il est à la maison, il n'y a pas de problème. Mais quand on a besoin de toi, tu te connectes sur la plateforme à la maison et puis tu nous gères. Donc c'est pour dire qu'il y a cette aptitude-là en fait qui est assez poussée sur les gamers, sur les personnes qui... Pour revenir à ce qu'on disait, en fait, c'est important aussi parce que c'est jouer aux jeux vidéo, mais ne jouez pas trop. Mais c'est comment faire cet équilibre, cette balance-là qu'il y a. C'est pour ça que nous, on vient avec une autre approche. C'est dire aux gens, on peut jouer aux jeux vidéo, mais on peut faire autre chose que jouer également. Il y a le processus pour développer, montrer comment ça se passe. Apprendre à comprendre le jeu, Apprendre à derrière voilà. le jeu, oui. Parce qu'à partir du moment où on comprend le processus, on ne vit pas dans un monde parallèle, dans un monde virtuel uniquement. Si vous jouez Call of Duty, vous avez des scénarios de guerre, etc., c'est immersif. Vous êtes dedans, vous vous dites, c'est vous qui tenez l'arme, etc., etc. Nous, on vient en disant, on va inviter des experts comme Teddy Kosoko qu'on a eu sur la Gamescom ou Izudu qui nous parle un peu d'amitié autour de l'e-sport pour dire, voilà le processus. En fait, tout est créé. C'est comme un film. Le film, c'est une histoire qui est racontée, mais on va essayer de tout faire pour que ça apparaisse de manière réaliste. Si cette information passe, je pense qu'il y a une distanciation qui se fait, surtout important au niveau des jeunes, parce qu'ils ont une facilité de jonction entre ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ils perdent un peu la notion de virtuel et de réel par moment. Tout est pareil. Tout est pareil. Voilà. Aujourd'hui, on a des jeux vidéo moins 12 ans, moins 10 ans, moins 18 ans, etc. C'est la même chose, autant au niveau cinématographique qu'au niveau des jeux vidéo. Et c'est important de créer l'écosystème pour que tout le monde comprenne sa place, comment ça fonctionne. Et par la suite, la communication sera plus facile entre les parents et les enfants. Ou bien même pour les adultes qui ont juste envie de se détendre et de jouer aux jeux vidéo. Surtout pour les parents qui ont tendance à condamner immédiatement, de prendre le temps de comprendre. Parce que c'est important. Parce qu'il y a ceux qui ne savent pas, qui disent non, c'est mauvais, on ne fait pas. Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui disent ce n'est qu'un jeu, sans prendre le temps de savoir de quel type de jeu il s'agit. Donc c'est toujours important. Il ne s'agit pas d'offrir un jeu à un enfant, mais quel jeu? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il reçoit en ayant ça? Et c'est important d'avoir des cadres comme ce que vous prévoyez pour que toi, le parent, si tu ne comprends pas, au moins, que tu puisses te tourner vers quelqu'un qui sait pour que la personne, à défaut de faire ton boulot, te conseille pour que tu puisses savoir comment guider ton enfant. On arrive pratiquement à la fin de notre échange. C'est super intéressant, c'est important. Je pense que, oui, il y a beaucoup qui vont reconsidérer leur regard sur les jeux vidéo. Mais quand même, j'ai envie d'avoir le dernier message de chacun d'entre vous par rapport à cet univers-là, par rapport à son existence dans notre pays, dans notre communauté africaine et de ses perspectives d'avenir. En fait, aujourd'hui, le jeu vidéo, de manière générale, c'est une industrie naissante, en fait. Il y a toujours de l'incompréhension tout autour, mais aujourd'hui, nous posons le débat.
Nous ne parlons même pas de l'évolution de l'écosystème. Nous posons le départ, nous montons la pluridisciplinarité qu'il y a à travers cette industrie-là. Et nous disons, OK, nous sommes en train de mettre les premières marches pour que cette industrie, qui est une industrie créative avant tout, existe et vive. Aujourd'hui, nous voulons dire aux parents, ne vous inquiétez pas, on prend conscience de l'enjeu que c'est de laisser vos enfants se distraire à travers ce jeu qui, de plus en plus avec le digital, s'internationalise et qui peut parfois isoler les enfants. Mais nous posons des cadres pour que les enfants puissent y jouer de manière sécurisée, de manière inclusive et pour que la communauté aujourd'hui puisse s'agrandir dans de bonnes dispositions. Merci beaucoup, Evelia. Moi, j'évolue beaucoup dans des domaines qui sont très incompris au Burkina Faso, comme l'art plastique, comme le domaine du jeu vidéo. Donc, on est dans un perpétuel combat. Oui. Et je me dis que pour les parents, d'abord, et même, je le dirais, même pour les partenaires, c'est la stabilité, en fait. Parce que quand le parent dit je veux que mon enfant fasse la médecine, etc., parce que je dis que c'est un métier stable plus tard. Mais quand, à l'issue de ma formation, par exemple, en art plastique, je me retrouve à vendre des tableaux à 100 000, à 200 000, je me retrouve à voyager à cause de mon art, et là, les parents se disent, ah, donc c'était sérieux. Quand on fait des événements et qu'on arrive à mobiliser 50, 60, 100, 200 personnes, quand on arrive à donner 100 000 francs au premier d'un tournoi et qu'il rentre à la maison, il dit que c'est parce qu'il a joué le week-end passé à tel jeu. Qu'il a 100 000. Ça me dit, mais l'affaire là, c'est sérieux, on dirait. Il y a fait une école où on peut t'inscrire, là, pour que tu évolues dedans. Ça, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, on se bat pour que vraiment, à la fin, on se retrouve dans une situation stable. Ouais. Voilà, c'est un peu ça notre objectif. Et je profite de dire que notre prochain événement, c'est pour le 26 et 27 décembre. D'accord. Bientôt, juste après Noël. Voilà, juste après Noël. Donc, c'est le week-end, samedi, dimanche. Et on se dit qu'on va passer de bons moments avec tous. Voilà. Et on a un appel aussi aux personnes qui aimeraient en savoir plus, faire un tour. C'est surtout ça, hein, c'est l'occasion de découvrir, de se rendre compte et de se dire, finalement, j'avais raison ou tort. Mais de ne pas se faire une idée arrêtée depuis sa position dans son salon. Venir, voir et décider. C'était un plaisir d'échanger avec vous, franchement. Merci. C'est dommage que je n'ai pas plus d'argent que ça, sinon j'aurais investi dans le jeu vidéo. Ne vous en faites pas, hein, je deviens milliardaire et on va exploser tu bloques le comptoir. Voilà, on va exploser tout ça, ne vous en faites pas. Il y a de très belles perspectives dans cet univers. En tout cas, merci beaucoup, Evelia. Merci pour l'invitation. Pour l'engagement, pour le combat, c'est important. Comme on a tendance à le dire, nous sommes dans un continent quand même où il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'opportunités. Il s'agit juste d'accepter, ouvrir les yeux, de regarder au-delà de ce que l'on a l'habitude de voir, de considérer les choses autrement, et on se rendra compte. Il n'y a pas de raison que ça marche ailleurs et que ça ne marche pas chez nous. En plus, nous avons de l'expertise, nous avons des jeunes qui ont du talent, qui ont de l'imagination, qui ont l'envie de faire. Pourquoi ne pas les accompagner avec les moyens pour pouvoir dire oui, c'est fait ici, c'est très bien fait et ça peut rivaliser ce qui vient d'ailleurs. Tout dépend de vous. Chacun à sa place peut apporter sa contribution et on espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous l'aurez compris, tout le monde a sa place. Occupez-la et on ira loin ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi le Loft aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine avec d'autres sujets, d'autres invités. On est en décembre, donc on va peut-être commencer à se mettre un peu dans l'ambiance des fêtes de fin d'année en espérant que vous aussi. Oui, 2020, ça n'a pas été facile, mais quand même, comme je le disais hier, quand on regarde bien, il y a forcément des motifs de satisfaction. Concentrons-nous sur ça et travaillons à ce que ça s'améliore pour l'avenir. Au revoir.